c'est le dernier ZCL de la semaine et nous serons avec vous à partir de lundi. Pour aujourd'hui, la barque est assez chargée puisqu'on va commencer tout à l'heure avec une interview en direct avec Marie-France Gouijou Etna. On va recevoir le recteur de l'académie, M. Camille Galap, qui a fait le déplacement et à midi, donc il n'est pas en retard, ça c'est une bonne chose. Ensuite, nous allons recevoir le consul général du Venezuela, M. Miguel Oviedo, et il sera accompagné de Ramon Gama. C'est Lido Mouta qui devait être là, mais il s'est fait remplacer. On parlera de lui. Et puis, on devrait aussi recevoir les deux directeurs de la MMG, Madame Julienne Gann et Monsieur Guy Casimir, puisque vous savez que la MMG, désormais, fait partie d'un grand groupe, le premier groupe français de mutualistes. Et avec eux, on va voir un petit peu quelles sont les conséquences de cette, on ne dit même pas fusion, de ce l'élargissement de la MMG. Et puis, en fin de programme, Bernadette Laporal viendra nous parler d'un ouvrage qu'elle a sorti sur les associations. Sinon, l'information aujourd'hui, bien sûr, c'est le retour de Vial Collet, puisque, vous le savez, hier aux élections de la CCI, M. Nagapin a été battu, mais on vient de nous donner une dernière information, semble-t-il, le Conseil d'État devrait se prononcer sur la validité générale de ces élections. Peut-être qu'ils seront refaites, nous aurons l'occasion d'y revenir. Le congrès de chirurgie au Conseil régional, c'était hier, et puis les journées régionales de nettoyage ont commencé. Le littoral du Gosier sera nettoyé aujourd'hui par les enfants, les élèves de Borico. Et toute la semaine, cette association École de la Mer a pris en charge le nettoyage des bords de plage. Voilà un petit peu le sommaire. Il est assez long. Peut-être que la bio du recteur sera moins longue. Bonjour Marie-France. Bonjour. Et je vous permets de présenter notre invité. Oui, alors la bio est assez dense, effectivement, parce que c'est un personnage très intéressant. Oui. Donc Camille Galap, vous êtes donc né au Havre en 1965 dans une fratrie de 3 enfants. Vos parents sont martiniquais, votre père est douanier et en 1970, donc vous avez juste 5 ans, il est nommé en Guadeloupe. Donc vous partez tous en Guadeloupe, vous obtenez votre bac et vous partez à Toulouse pour votre première année universitaire. Vous poursuivez vos études au Havre, ensuite vous obtenez votre DUG et puis à l'université Paris 6, où à ce moment-là vous obtenez votre DEA et vous vous dépêchez de retourner au Havre parce que votre épouse et votre premier fils vous y attendent. Et là vous poursuivez donc vos études pour décrocher avec brio d'ailleurs votre doctorat. Alors vous dites sur le ton de la plaisanterie que nous sommes en 96 et que votre femme va accoucher 48 heures après de votre 3e enfant. Mais c'est surtout une façon pour vous de dire en fait que votre épouse vous a toujours soutenu et que humblement vous dites que sans elle probablement vous n'auriez pas eu cette remarquable carrière. Donc vous décrochez votre doctorat et vous continuez en tant que maître de conférence. Et puis ensuite vous devenez vice-président de l'Université du Havre et puis président de 2005 à 2012. Alors, ça vaut la peine en fait de parler de votre première élection. Vous êtes élu au premier tour, vous obtenez 67 voix, le second 26 voix, le troisième 6 voix. Donc on peut dire qu'on vous attendait en fait et vous étiez presque espéré. Vous devenez en 2012, vous devenez professeur des universités. De 2012 à 2013, vous êtes directeur adjoint de l'École supérieure de l'éducation nationale au Futuroscope près de Poitiers. En 2013, un an après, vous devenez directeur du CNED à Rouen. Là, vous occupez du pôle collège, c'est-à-dire que vous avez à peu près l'équivalent de 26 000 inscrits. C'est donc une très grosse machine. Et en 2014, vous apprenez votre nomination en tant que recteur. Alors, on n'est pas élu recteur, c'est pas comme un président d'université, on est nommé recteur. Alors, qui vous nomme? Le président de la République, le Premier ministre, également le ministre de l'Éducation nationale. Alors, très rapidement, voilà comment ça se passe. On vous appelle un jour, on vous demande si vous êtes mobile. À cette question, il est préférable de répondre oui, c'est ce que vous avez fait. Et dans la foulée, vous avez reçu votre nomination pour la Guadeloupe. Alors, pourquoi vous, Camille Galap? Pourquoi avez-vous été choisi? Déjà parce qu'en 2014, il fallait structurer l'Université des Antilles et que c'est un milieu que vous connaissez très bien, mais pas seulement, puisque vous avez été aussi maître auxiliaire pendant des années dans un lycée technique, parce qu'également vous connaissiez la Guadeloupe, mais sans jamais y avoir travaillé, donc aucune possibilité de favoritisme. Donc vous avez séduit en haut lieu et vous devenez à ce moment-là donc recteur. Sur le plan personnel, on va faire très vite parce que vous êtes un hyperactif. Je vais simplement insister sur le côté sportif. En fait, vous êtes donc ceinture noire 2e dame de karaté. Avis à tous ceux qui faudrait vous chercher des noises. Vous avez commencé en Guadeloupe, d'ailleurs le karaté auprès de Camille Paulin. Vous êtes champion de Guadeloupe cadet, champion de France junior, champion de France universitaire.
Si à la question quel est votre meilleur souvenir, c'est difficile, vous en avez un certain nombre, mais vous parlez notamment de ces 45 minutes de soutenance lors de votre doctorat. Vous dites que 45 minutes vous ont fait oublier des années de sacrifice. Il est à noter également que vous avez obtenu ce doctorat avec la mention spéciale, une mention très bien. Ensuite, autre très bon souvenir, surtout au niveau émotionnel, vous dites que lorsque vous avez été élu président à l'Université du Havre, quand vous êtes rentré dans votre bureau, il y avait là une haie d'honneur de tous vos collègues. Certains avaient même la larme à l'œil et vous avez été extrêmement ému, un peu comme lorsque vous avez fait votre premier discours en tant que recteur en Guadeloupe et que vous avez eu droit à plus de 15 minutes d'ovation. Et là aussi, vous dites avoir été extrêmement touché. Votre plus mauvais souvenir, ou du moins votre peut-être plus grande déception, c'est lorsque vous étiez président à l'Université du Havre. Vous êtes énormément battu pour donner plus, j'allais dire, plus de... que cette université plus, en fait, soit plus radieuse, j'allais dire, et une plus grande portée, puisque c'était quand même une petite université. Et là, donc, vous vous battez pour que la maison de l'international voie le jour. Vous êtes à 2 doigts de réussir. On est en 2012. C'est à ce moment-là que vous quittez l'université, qu'il y a un changement de gouvernement. Et donc là, tout s'arrête. La plus grande qualité chez un homme, dites-vous, eh bien, ce sont bien sûr ses qualités humaines, l'intérêt qu'on peut porter à l'autre. Et bien sûr, le plus grand défaut, c'est l'indifférence vis-à-vis des autres. Et enfin, si vous aviez un seul objet à emmener à travers la planète dans vos bagages, ce n'est pas très original, vous dites que ce serait votre ordinateur et votre téléphone portable. Alors, ce n'est pas pour travailler, précisez-vous, mais c'est bien pour rester en contact avec tous ceux que vous aimez. Voilà. Voilà. J'ai fait au plus vite. Oui, et j'imagine que c'était un abrégé de l'abrégé. Alors, je dois dire que nous sommes en direct de C10 FM, la nouvelle radio de Canal 10, et aussi de RHT, Radio Haute Tension. Alors, la première question, j'ai envie de vous poser comme ça. Vous êtes arrivé en Guadeloupe, c'était, il faut le dire, vous le savez, vous connaissez un peu la Guadeloupe, c'est un pays qui est un petit peu agité, un petit peu compliqué. Est-ce que 2 ans, ça fait 2 ans maintenant, 3 ans? Ça fera bientôt 3 ans. 3 ans. 3 ans après, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de l'ambiance en tant que recteur en Guadeloupe? Honnêtement, moi, avec les syndicats, je parle. Hein. J'ai le sentiment que les choses se passent plutôt bien. Vous avez fait référence à ma façon d'aborder les gens. Donc, la question du respect mutuel, c'est quelque chose de fondamental. L'écoute, oui. L'intérêt que l'autre peut avoir dans ce que je lui dis et puis dans ce qu'il me dit lui. Donc j'ai toujours travaillé comme cela, quel que soit l'endroit où je suis passé. J'ai toujours été dans le dialogue. Et puis dans la franchise aussi, des choses qui sont possibles de faire, des choses qui ne sont pas possibles de faire, et des choses qu'on peut regarder ensemble pour voir comment, sans qu'il y ait de cogestion, et une fois qu'on a pris la décision, après l'assumer complètement et expliquer pourquoi on a pris telle et telle orientation. Et je crois que je suis arrivé sans appréhension sur ce territoire. C'était très important de ne pas avoir. Mais vous saviez quand même que c'était assez dur en Guadeloupe. Non, mais justement, je crois qu'il faut aussi casser ce mythe, parce que ça n'est pas plus dur qu'ailleurs, parce que moi j'ai vécu aussi des mouvements sociaux importants là où j'ai été président, des universités bloquées pendant plusieurs semaines. Il a fallu négocier avec des organisations étudiantes qui sont probablement plus virulentes que des organisations professionnelles, parce que là il n'y a pas d'enjeu de prélèvement sur le salaire, parce que les étudiants peuvent rester voilà. Et donc ça s'est toujours bien terminé, et les gens ont toujours reconnu ma capacité à dialoguer, et les étudiants qui ont bloqué mon université pendant plusieurs semaines, il faut savoir qu'à la fin, dans certaines universités, il y avait eu des dégâts importants, des dégradations, à l'université de Rennes 2, tout ça, etc. À l'université du Havre, tous les étudiants, ils ont tout rangé à la fin. D'accord. Donc c'est parce que j'étais tous les jours sur le terrain, la proximité, l'écoute, et puis je n'ai pas eu de débordement, pas d'intervention de la police, parce que il pouvait y avoir des blessés de chaque côté. Et moi, honnêtement, je suis un homme de terrain. Moi, j'aime bien voir concrètement comment les choses se passent. Quand on a pris une décision, on a pris une orientation. Je suis un partisan du soutien à des projets qui sont proposés par l'ensemble des collègues. Et j'aime bien vérifier, voir comment les choses se passent dans la classe, dans les établissements, etc. Et ça, je crois que les gens me le reconnaissent. Alors justement, on parle de l'université. Votre parcours a démontré donc que vous connaissiez très bien cet environnement. Aujourd'hui, en Guadeloupe, je veux dire, quelle est l'implication du recteur, justement, mais cette fois-ci dans la vie de l'étudiant? Et notamment, je fais allusion, par exemple, au problème d'hébergement pour l'université de Saint-Claude. Quelle est votre vision et qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer? C'est vrai que, comment dirais-je, moi, en tant que chancelier des universités, je n'ai pas de prérogatives particulières dans le pilotage de l'université, puisque c'est une université autonome. Par contre, en tant que recteur, j'assure chancelier
j'assure le contrôle de légalité, donc tout ce qui est procédure administrative, juridique, budgétaire, pour que les choses se passent le mieux possible au niveau de l'Université des Antilles. Sur le volet vie étudiante, bien évidemment, je n'ai pas de responsabilité particulière là-dessus. J'ai mon avis sur le sujet, mais un avis qui n'est pas un avis je n'ai pas de prise sur les décisions qui peuvent être au niveau de l'université. Mais en tout cas, sur les problématiques liées à l'hébergement, les problématiques liées au transport, ce sont de vrais sujets qui traversent l'Université des Antilles, puisque c'est valable aussi pour nos propres étudiants, propres élèves qui sont aujourd'hui dans certains établissements. Et dans le cadre de l'orientation de nos jeunes, notamment au niveau de la poursuite d'études, il est important qu'on ait des structures d'accueil dimensionnées pour que les familles soient rassurés sur la capacité d'être hébergé à un endroit. Quand on habite Capesterre et qu'on envoie son enfant dans un BTS au lycée de Port-Louis, par exemple, il faut qu'il y ait soit du transport adapté ou de l'hébergement sur place. C'est souvent pas le cas. C'est souvent pas le cas. Oui, mais ce sont des projets que nous portons aujourd'hui. Là, nous avons des internats qui seront construits dans les mois qui viennent. Oui. Notamment pour accueillir des élèves du côté du micro-lycée. Dans le cadre de l'internat de Bainbridge, il y a des choses qui seront revues et corrigées. Et progressivement, avec la collectivité régionale, on travaille aussi sur le dimensionnement de l'hébergement. Après, il y a toute une organisation à l'échelle du territoire sur l'offre de formation. Je veux dire, quand on pense une formation, il faut penser l'étudiant dans son environnement global. C'est pas simplement dire on va mettre une formation à tel endroit sans regarder ce qui se passe à côté. Comment j'y vais, parce que ça participe aussi à l'attractivité du territoire. Si on fait venir des étudiants d'ailleurs, j'étais à une cérémonie d'accueil des étudiants internationaux ce matin à l'Université des Antilles. Si on fait venir des étudiants d'ailleurs, ça veut dire qu'on offre un environnement intéressant avec des activités culturelles, des activités sportives, des activités associatives, qui est de la vie sur le campus, une vie de campus à la hauteur des ambitions affichées. Et il faut probablement aussi travailler en réseau avec d'autres établissements. Quand on voit que par exemple les infirmières sont formées à côté du site de Saint-Claude, il faut créer de la synergie, de la connexion pour que les étudiants justement animent le campus globalement sur Saint-Claude par exemple. Alors, une question plus d'actualité. Donc, il y a eu le passage de Maria, on a vu à Saint-Martin les dégâts occasionnés. Expliquez-moi pourquoi vous avez tenu absolument à ce que l'école, en fait, reprenne avant les vacances de la Toussaint. On s'est interrogé en se disant peut-être ça aurait été plus logique juste après. Pourquoi cette volonté de reprendre au plus vite dès que possible? Alors, d'une part, il y avait une volonté du président de la République lors de son passage de redémarrer le plus vite possible une activité autour de l'école. C'est pas la rentrée scolaire, c'était une activité autour d'école. Pourquoi? Parce que les enfants qui ont vécu ce traumatisme, comme les personnels d'ailleurs, toutes les personnes qui étaient sur l'île pour l'ouragan Irma ont été traumatisées par cet ouragan. Et ça, personne ne le nie. Et très vite, on a mis en place un certain nombre de choses. Il est important aussi que les enfants réintègrent le plus vite possible les écoles, parce que quand vous récupérez les enfants, vous les accompagnez pendant un certain temps, ça veut dire que la famille dans laquelle vit l'enfant est libérée aussi pour pouvoir s'occuper soit de la maison, faire des réparations, ou alors avoir son activité professionnelle. Oui. J'ai rencontré des gens qui travaillaient à l'aéroport qui me disaient qu'elles ne pouvaient pas se rendre sur leur lieu de travail parce que les enfants n'étaient pas scolarisés. Donc il y a tout un travail à faire en synergie. Donc il a fallu effectivement vérifier que les écoles avaient de l'eau, de l'électricité, nettoyer, que les enfants soient accueillis dans des conditions de sécurité acceptables. Donc on a fait un plan de réouverture avec la collectivité de Saint-Martin, les services de l'État. Tout ça a été piloté par les services de la préfecture, la collectivité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et puis, bien évidemment, l'idée, c'était que les enfants soient recensés pour qu'on dimensionne aussi avec les collègues qui sont présents, qui sont retournés sur l'île aussi, eh bien, dimensionner les équipes pédagogiques au regard du périmètre que formaient les élèves sur place. Et pour qu'on soit en mesure, à partir du 6 novembre, oui, de faire une rentrée, entre guillemets, officielle, avec une organisation, comme ça s'est passé il y a quelques années au moment
de Hugo ou Louis, voilà, où il y a des organisations à penser sur la matinée, l'après-midi, des rotations matin, voilà. Et donc tout ça a été bien préparé. Et moi, ce que je souhaite, c'est vraiment connaître toutes les situations individuelles de tous les collègues personnels de l'éducation nationale qui travaillent sur l'île pour pouvoir leur proposer le meilleur accompagnement possible, pour qu'ils puissent travailler dans des conditions correctes, je ne dis pas idéales, mais correctes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai travaillé avec la SEM-SAMAR. Alors, je dépasse un petit peu ma mission de recteur, mais ma prérogative, ce n'est pas d'héberger les gens, mais je travaillais avec la SEM-SAMAR pour voir comment on pouvait avoir un certain nombre de logements pour proposer des solutions transitoires à des personnes qui nous disent qu'ils n'ont pas de toit. Mais de l'autre côté, on a le sentiment que les syndicats refusaient votre offre, puisque j'ai même comprendre que vous avez dû taper un petit peu de poing sur la table pour leur dire il faut rentrer au travail. Non, mais encore une fois, il y avait une incompréhension. Non, c'est pas mon. Il a fallu que j'explique pourquoi je demandais qu'à partir du 16 octobre, on ait une situation claire de l'ensemble des situations. C'était ça ma demande. Je comprends que les gens nous le disent, monsieur le recteur, vous êtes gentil, mais je n'ai pas de toit. Ok, vous n'avez pas de toit, donc on va voir comment on peut vous accompagner. Et voilà. Et je suis en train de négocier avec des compagnies aériennes pour avoir un tarif spécifique pour que les gens puissent venir se ressourcer plus souvent sur les quelques mois qui viennent là. Tout ça, je suis en train de le faire. Ça n'est pas encore... donc il y aura des informations dans les jours qui viennent. Mais j'ai négocié avec le ministère pour accompagner. Les collègues savent que... les collègues savent que je me préoccupe de leur situation. Je ne suis pas là à mettre le couteau sous la gorge pour qu'ils reprennent coûte que coûte sans concession, etc. Mais l'idée, c'est de savoir quelle est votre situation pour qu'on soit en mesure de vous accompagner le mieux possible. Parce que l'année dernière, à la veille des vacances, il y a eu un petit échange aussi sur les congés, les enseignants qui étaient un peu présents, pas présents, on ne savait pas exactement sur quel pied danser. Parce que il y a une sorte de tradition ici où, à partir du mois de mai, les écoles se vident, les profs sont là, ils ne sont pas là. Est-ce que ça aussi, c'était pas un problème? Non, ce n'est pas un problème parce que de toute façon, pour moi, les choses sont claires. Le calendrier scolaire, il est connu à l'avance. Oui. Donc les collègues, ils doivent s'organiser en fonction de la date de fin de l'ensemble des épreuves. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas convoqué qu'on ne doit pas être sur le territoire. Oui. Il n'était pas question non plus d'interdire aux gens de sortir le week-end. Le week-end, ils font ce qu'ils veulent. C'est sur la période de travail, des jours ouvrables, que la question se pose. Voilà, donc, mais les collègues en question, ils connaissent parfaitement les règles. Effectivement, la question de la reconquête du mois de juin, c'est un vrai sujet sur lequel nous allons travailler dans le cadre des assises de l'éducation qui auront lieu maintenant probablement fin janvier, puisqu'on avait programmé ça cette semaine, et à cause du passage des ouragans Irma, José, Maria, on a dû reporter ces assises de l'éducation. Voilà, donc on a des choses à proposer. Je pense qu'il faudra qu'on travaille sur le calendrier scolaire de façon beaucoup plus en phase avec la réalité de ce territoire, comme par le passé d'ailleurs. Il y a eu des choses qui ont été... qui ont changé par rapport à ce qui se passait avant. Certains enfants commençaient au mois d'octobre. Oui, ça c'est un débat, c'est un débat qui est revenu. Vous êtes favorable à une rentrée vraiment? Moi, je suis favorable à un calendrier scolaire revu et corrigé au regard des contraintes qui existent au niveau des intempéries, voilà, mais aussi liées à l'aspect touristique, familial. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et puis, des contraintes aussi liées à l'organisation des examens pour les BTS, les classes préparatoires et autres. Pardon. Alors justement, parlons de l'organisation du calendrier scolaire. En fait, pour cette rentrée, les écoles étaient libres ou non d'opter pour la semaine de 4 jours. La Guadeloupe, en fait, il y a, selon le chiffre que j'ai eu, 61% des écoles élémentaires qui ont pris cette initiative. C'est en fait, après la Corse et Nice, c'est la 3e région à le faire. Je veux dire, pourquoi, selon vous, en Guadeloupe, les écoles élémentaires sont-elles aussi positives par rapport à cette option ? J'ai pas entendu la question. Vous pouvez l'avoir formulée. Non, alors on a eu un certain nombre de communes qui ont souhaité revenir à 4 jours pour des raisons qui leur incombent, puisque moi, d'ailleurs la présidente de la République a bien rappelé, ce sont les communes qui décident de revenir. Après, ça doit être accompagné par le DAZEN, que je suis, puisque je suis recteur et DAZEN, pour voir dans quelle mesure ça peut s'organiser. Je ne porte pas de jugement sur les choix qui sont faits par les politiques, pardon. Mais moi je constate qu'on a certaines communes qui ont mis en place des activités périscolaires de qualité, qui ont eu à recruter
un certain nombre de personnes pour pouvoir assurer ces activités périscolaires. Ce que j'ai pu constater aussi dans certaines communes, c'est que ça crée du lien, notamment avec les associations, du lien social, de l'intergénérationnel. Certaines associations se sont renouvelées grâce à ce genre de dispositif des activités périscolaires. J'ai pu le voir sur le village des activités périscolaires sur la commune de Goyave, mais pas seulement. Et voir des associations où des enfants, des garçons et des filles font de la vannerie, de la broderie, etc., etc., eh bien, c'est quelque chose de très positif parce que il y a un volet culturel, patrimonial qui est développé au travers de cela et des associations qui finalement ont pu se revivifier grâce à ça. Donc, il faut continuer à travailler avec le monde associatif, continuer à travailler dans le cadre d'un projet éducatif de territoire. Je pense que même si on revient à la semaine de 4 jours, il ne faut pas perdre de vue que sur une commune, il faut absolument que le projet éducatif de territoire soit bien pensé pour que les enfants ne soient pas livrés à eux-mêmes à partir d'une certaine heure. Il faut leur proposer des activités, construire un schéma pluriannuel pour que les enfants, en dehors de l'école, soient aussi accompagnés et en connexion avec tous les établissements, les associations sur le territoire. Et autrement, pendant la période notamment entre 12h et 14h, sur site, dans l'école, est-ce qu'il y a des emplois aidés? Est-ce que vous êtes concerné par cette suppression des emplois aidés en 2018? Alors, les emplois aidés pour l'éducation nationale, je précise, oui. Les contrats aidés ont été, entre guillemets, sanctuarisés de façon pour le handicap. C'est la priorité du gouvernement, c'est d'avoir un nombre de contrats aidés suffisant pour accompagner tous les enfants en situation de handicap. Et ça, on a des contrats aidés qui vont bien. Le nombre de contrats aidés. Pardon. Oui. Pardon, je suis un peu malade, c'est pas grave. Sur les questions liées aux activités sur la pause méridienne, nous avons eu une augmentation significative du nombre de jeunes en service civique. Donc, sur la base de projets déposés par les établissements, nous serons en mesure de mettre des jeunes en service civique pour assurer un certain nombre d'animations, d'ateliers, d'activités, soutien scolaire et autres. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses qui sont en cours. Voilà. D'accord. Il nous reste 4 minutes avant 12h30, vous libérer. Vous pouvez poser 2 questions rapides. La question de la violence à l'école. Les parents d'élèves, j'ai reçu ici récemment monsieur le président de la FAPEG qui disait qu'effectivement la question de la violence se reposait en termes assez conséquents dans les établissements scolaires. On a eu l'exemple du Lamentin, ce qui s'est passé récemment. Quelles mesures sont possibles pour essayer de réduire, non pas éliminer, parce qu'on ne sait jamais si on pourra éliminer définitivement cette violence scolaire qui monte. Alors je pense qu'il y a, nous avons déjà mis en place un certain nombre de dispositifs, mais manifestement ça n'est pas suffisant. Je pense qu'il y a des sanctions lourdes à prendre face à des jeunes qui font ce genre d'exactions. Il faut aussi que les jeunes qui filment ces situations-là soient sanctionnés parce que ça n'est pas tolérable. Ça pose le problème du portable à l'école. Alors, il y a 2 courants où non, le portable, non, pas de portable à l'école, l'autre courant, oui, le portable. Certains établissements ont interdit le portable en Guadeloupe. Le collège de DE, le portable est interdit. Oui. Vous êtes d'accord? Ça a été acté et le principal... l'ancien principal du collège avait indiqué qu'il avait constaté qu'il y avait beaucoup moins de difficultés. Oui, c'est évident. Bon, maintenant, il faut aussi que les enfants aient la possibilité de contacter leurs parents quand ils sortent, etc. Donc ça veut dire que dans l'établissement, pour pallier à cela, il a mis en place un dispositif pour que les enfants puissent téléphoner à leurs parents à l'intérieur de l'enceinte. Oui, en cas d'urgence. En cas d'urgence, voilà. Donc après, il y a toute une pédagogie, un volet éducatif à mettre en œuvre pour savoir dans quel cadre j'utilise mon téléphone portable, parce que ça peut être très utile avec les nouvelles technologies de travailler avec son smartphone, etc. Pour aller récupérer des informations sur Internet, faire des vidéos pédagogiques, des choses dans le cadre des activités scolaires, pour pouvoir ensuite les exploiter, faire du montage, etc. Mais bon, ça se fait aussi.
Oui. Ça se fait aussi. Peut-être pas la majorité des vidéos, mais ça se fait aussi. Mais ça se fait aussi, voilà. Donc, comment dirais-je, il y a des choses encadrées par des personnels d'éducation qui se font et qui sont remarquables. Voilà. Donc, il y a tout un travail à faire d'accompagnement des jeunes pour expliquer. Voilà. Et puis, évidemment, les actes de violence, ça doit être accompagné. Donc, c'est tout le travail qui est fait autour de la vie scolaire qui se met en œuvre. Et il faut absolument mobiliser les jeunes autour de ces problématiques-là dans le cadre des instances. Conseil de la vie lycéenne, conseil de la vie collégienne, pour les sensibiliser sur ces problématiques, qu'ils expriment un certain nombre de choses. Monter des opérations de communication, de prévention de ce genre de phénomène, pour que les jeunes soient sensibilisés. Alors après, on ne va pas forcément éradiquer tous les... en tout cas, on met tout ce qui est possible comme moyen pour pouvoir régler ce problème-là. Avant-dernière question, très rapide, question rapide et réponse rapide. D'accord. Recteur, on n'est pas recteur à vie, c'est presque un poste politique. S'il y a un changement de gouvernance, il peut se passer plein de choses. Pardon. Vous pouvez aussi vous décider de quitter ce poste, on peut vous demander de le quitter. Si jamais un jour ça arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Et je prolonge à peu près le prolongement de la question. Est-ce que vous avez envie de revenir à la politique? Puisque je sais qu'au Havre, au moment, j'ai lu ça dans Libération d'ailleurs. Non, la Libération c'est vieux. Oui. Comment dirais-je? Non, moi je suis intéressé par la politique éducative. La politique éducative, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui... Voilà. Donc moi j'ai toujours travaillé en faveur de la jeunesse, des jeunes, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Si la politique c'est de dire je m'intéresse à l'autre pour le faire progresser, pour qu'on ait une action collective positive, alors oui, je fais de la politique. Je pense que je ne serai pas recteur à vie, ça c'est évident. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter, si ça va continuer, etc. Mais je ne fais pas de projection, je ne me mets pas d'épée de Damoclès sur la tête. Je sais que je suis en détachement à l'université du Havre, je suis professeur d'université. Si ça doit s'arrêter, j'ai mon poste, je suis fonctionnaire, voilà. Donc j'ai pas de soucis, je serai pas chômeur. Voilà, donc je ne serai pas chômeur. Ça, on l'espère, oui. Voilà. Donc, mais en tout cas, je continuerai à m'intéresser à la jeunesse. Les services civiques, quand les services civiques ont été mis en œuvre, j'ai accompagné le mouvement avec Martin Hirsch. C'est moi qui étais en charge du dossier au niveau national. Quand il y a eu le 10e mois de bourse au niveau national, c'est moi qui défendais le dossier au niveau du ministère pour le compte de la conférence des présidents d'université. On a obtenu le 10e mois de bourse. Et sur la vie étudiante, j'étais vice-président pendant 5 ans de la conférence des présidents en charge de la vie étudiante. On a mis en place la charte pour le handicap, on a mis la charte sur la culture, la charte sur le sport. Bref, voilà. Donc je pense que je vais pouvoir m'occuper quand même, malgré tout, quel que soit ce qui va se passer. Voilà. Ben, on vous remercie. Ce sera le dernier mot. Il est exactement 12h30. On a reçu en direct le recteur Camille Galap. On va prendre tout de suite la page de pub et puis on va se retrouver pour la suite du programme qui est aussi chargé, puisque je vous ai dit tout à l'heure, on va recevoir le consul du Venezuela accompagné de M. Ramon Gama. A tout de suite. D'accord. Voilà, bonjour à tous. Nous sommes en direct de C10FM et de RHT. Bonjour Mandy. Bonjour Daniel, nous sommes en direct effectivement sur la 103 FM, la nouvelle chaîne de Canal 10. Alors je vous l'ai dit, on va recevoir tout à l'heure Miguel Oviedo qui est le consul général du Venezuela en Martinique pour la Martinique et la Guadeloupe avec M. Raymond Gama, pour l'occasion on va l'appeler Ramon Gama, et avec Mme Tamara Lozada qui est consul adjoint. Mais pour l'instant, on va développer les titres de l'information avec Mandy. Oui, effectivement, vous le savez, plus de suspense, c'est donc M. Patrick Vial-Collet qui est désormais le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Nous l'entendrons tout à l'heure au micro donc d'Olivier Félix. Et puis nous verrons également, je l'annonçais hier, les journées de la chirurgie. Ça y est, ce sont donc les deuxièmes journées internationales de la chirurgie qui vont se terminer aujourd'hui, organisées par le CHBT. Et enfin, nous parlerons des journées de nettoyage donc organisées par à Saint-Félix. Évidemment, les jeunes veulent également mettre la main à la pâte pour laisser notre Guadeloupe belle et propre. Nous verrons tout ça en fin d'édition.
Voilà, premier Et on commence, je vous le disais, plus de suspense. Hier à l'hôtel consulaire, c'est donc M. Patrick Vial-Collet qui a été le nouveau président de la CCIG de Guadeloupe, avec les membres du bureau également, qui sont autres que les 5 démissionnaires qui ont décidé donc de quitter le navire de M. Henri Nagapin. M. Nagapin qui est un ex-président qui malgré tout repart la tête haute. On l'écoute au micro de M. Olivier Félix. Je m'attendais un peu à ça. Vous savez, j'ai le souvenir de documents que j'ai vu passer dans les réseaux sociaux où ils disaient que ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas une question de volonté, mais c'est plutôt une question de puissance d'argent. J'ai envie de me référer à ça. Là, j'ai été battu, complètement battu, par des gens, par un groupe et par le MEDEF, il faut le citer, par le MEDEF Guadeloupe. Très bien. Je souhaite à la Guadeloupe de poursuivre son chemin. Je souhaite que les entreprises seront représentées à la CCI. Je souhaite que les grandes et les petites entreprises qui font le tissu économique de cette île seront représentées à la CCI. J'espère que concernant les assises de l'outre-mer, que les petites entreprises seront défendues, qu'il n'y aura pas qu'un clan qui sera défendu. Je l'espère pour la Guadeloupe. Je veux que la Guadeloupe fonctionne. Je leur souhaite bonne chance. Je veux que le chômage soit réglé ici. Il y a 60 000 chômeurs. Ce sont toutes les entreprises qui doivent se mettre la main à la pâte pour pouvoir régler ce problème. Ce ne sera pas évident. Je leur souhaite bonne chance et j'œuvre pour la Guadeloupe et je serai toujours à côté de la Guadeloupe. Tout d'abord, vous dire notre satisfaction puisque nous avons remporté l'élection, mais au-delà de cette élection, pour moi, il y a un vainqueur, c'est la Guadeloupe. Vous savez, cette chambre de commerce, malheureusement, ça fait 1 an qu'elle ne fonctionne pas, les commissions ne se réunissent pas, les assemblées sont extrêmement compliquées, le bureau a fini par démissionner. Et au moment où je vous parle, où la Guadeloupe a vraiment besoin d'un président pour pouvoir être un bon interlocuteur vis-à-vis des instances politiques, aussi bien l'État que la région, que le département, à un moment donné, vous savez comment le chômage est important, il fallait vraiment reprendre les choses en main et je crois que c'est chose faite. Alors je ne veux pas, le président qui est mon prédécesseur, je ne veux pas dire qu'il a perdu. Il a eu du mal à réunir, à fédérer, parce que tout simplement, une chambre, ça se préside. C'est-à-dire qu'en réalité, vous ne pouvez pas dicter une politique, il faut emporter cette politique, il faut convaincre les membres du bureau et il faut convaincre l'Assemblée générale que c'est une bonne politique pour l'ensemble des entreprises de la Guadeloupe. Je suis un homme d'ouverture, je pense que tous ceux qui sont là, les 44 membres, même si nous avons une majorité qui était de 26 membres, aujourd'hui c'est l'heure de l'ouverture, les élections sont terminées, les entreprises attendent que nous nous mettions au travail pour que finalement elles puissent avoir des réponses à des problèmes qui sont récurrents, qui sont difficiles pour elles. Et sachez une chose, tout le monde compte sur les entreprises privées pour créer l'emploi. Dans toutes les familles guadeloupéennes, on a ce drame qui est le chômage et on attend une réponse. La réponse dans l'emploi public est arrivée à son maximum, vous le voyez bien, et c'est l'entreprise privée qui doit prendre le relais et j'impulserai cette politique. Voilà, il est 12h41, juste un petit mot sur cette élection. Juste avant d'entrer dans ce studio, j'ai appris qu'un recours avait été déposé et que probablement, je dis bien probablement avec des guillemets, ces élections pourraient être de nouveau annulées et, comme on dit en créole, remboulées. Ouais, exactement. Voilà, on va passer à autre chose, puisque je vous l'ai dit, nous recevons 2 personnalités, même 3 personnalités. Raymond Gama, qui est l'une des personnalités éminentes du LKP. Nous recevons le consul général du Venezuela, Michael Oviedo, et accompagné de Lozada Tamara, qui est la consul adjointe. Alors, je vais d'abord donner la parole à Raymond Gama, nous expliquer pourquoi la LKP a invité ces personnalités ici. Eh bien, pas de problème. C'est-à-dire, nous avons un rôle à LKP. À pas première fois, d'ailleurs, nous avons contact avec le gouvernement à Venezuela. À l'occasion, à Moa Chavez nous fait justement, Tamara Lozada vient en Guadeloupe et à dans manifestation, nous avons organisé un palais à la mutualité pour Guadeloupéens et comprendre ce qui a passé à l'occasion à Moa. Leader charismatique là, ça qui Venezuela produit. Donc, là, après une série d'informations, nous tendons à ce qui a passé au Venezuela depuis des mois. L'opposition sociale, le gouvernement Maduro, cela, là, nous a laissé nous directement
au gouvernement, disons, vénézuélien, pour nous comprendre qu'il y a passé un pays Venezuela. Et pas tenir une meilleure solution qui est fait représenter le gouvernement vénézuélien dans la Caraïbe, en tout cas Martinique et Guadeloupe, Vénézuela. Tout à fait. Mais c'est Oviedo. Nous que venons à ce programme. Alors, monsieur Miguel Oviedo, ça va être traduit. Quelle est aujourd'hui la situation exacte au Venezuela, après les dernières élections d'ailleurs qui ont eu lieu la semaine dernière? La situación exacta es la misma desde que el presidente Chávez llegó al poder, solo que a partir de la muerte del presidente Chávez, los Estados Unidos intensificaron su política hostil contra Venezuela. Sí. Por miles de vías, por muchas variantes, han incidido en la política nacional y en el comportamiento económico de Venezuela. Esa es la real situación. Oui, la situation au Venezuela, c'est la même que lorsque le président Chavez est arrivé au pouvoir. Seulement qu'après l'arrivée du président Nicolás Maduro au pouvoir, à la tête du gouvernement, les États-Unis ont donc agudisé les attaques contre notre pays par les différents moyens, par différentes voies, et dans le but de mettre fin au gouvernement. Las pruebas reales son los dos decretos. El primero lo produjo el presidente Barack Obama, donde declaró que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria a los intereses de la seguridad estadounidense. Eso es un exabrupto. Eso no puede ser que Venezuela amenace a un país que es la potencia militar mundial. Donc les preuves sont deux décrets. Le premier, c'est le décret de Barack Obama qui a signalé le Venezuela comme une menace inhabituelle à la sécurité des États-Unis. Donc une chose qui est tout à fait fausse et idiote, si vous voulez, parce que le Venezuela ne peut pas menacer en rien la première puissance mondiale militaire. La segunda intención de bloquear a Venezuela macroeconómicamente y financieramente es el decreto de Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos, quien ha impedido emitir bonos de crédito al gobierno venezolano para vender los productos que producimos. Evidentemente todo el mundo sabe que Venezuela es productora de petróleo y los Estados Unidos compran petróleo venezolano. Ellos prohíben desde ahora en adelante emitir los bonos de crédito para las ventas de petróleo venezolano en Estados Unidos y en cualquier parte afiliado a los Estados Unidos. Donc le deuxième décret, c'est celui qui a pris Trump, le président récemment élu aux États-Unis, qui a pris des mesures économiques financières contre le Venezuela en interdisant à toutes les entreprises installées aux États-Unis de vendre des bonus, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, des crédits pour donc la commercialisation de nos produits à nous. Pour personne est un secret, nous sommes des producteurs de pétrole, nous vendons du pétrole, et ces mesures-là cherchent à bloquer financièrement le pays. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une offensive médiatique occidentale contre le Venezuela en ce moment? Hay un ataque mediático en la prensa occidental. Eso es parte del plan. El plan contempla una cantidad de aristas. La primera es la intervención económica sobre Venezuela o financiera sobre Venezuela. Está apoyado por los medios de comunicación, una parte de la oposición venezolana que es genuflexa a los intereses de los Estados Unidos, y finalmente el concierto de naciones que le hace coro a los Estados Unidos, entre esos la Comunidad Europea. Oui, ça fait partie du plan d'attaque contre le Venezuela. Donc tout ce qui est tous les
les attaques économiques qui sont en plus soutenues par une campagne médiatique contre le gouvernement et contre le peuple vénézuélien, et avec donc la opposition vénézuélienne, une partie de l'opposition vénézuélienne qui est à genoux aux intérêts des États-Unis. Donc ça, c'est le plan, à grosso modo, d'attaque contre la révolution bolivarienne, contre notre pays. Et des attaques d'ailleurs que je rajoute moi, qui n'ont pas commencé il y a 4 ans. Hein, depuis l'arrivée du président Chavez au pouvoir, les Américains, les États-Unis, nous sommes attaqués, et en plus avec une campagne médiatique. Rappelons-nous qu'on disait que le président Chavez était un dictateur, un gorille, tout genre de mots on a donné à notre président Chavez commandant. Además, los ataques no son contra Venezuela porque somos especiales. Los ataques son para beneficiar el deterioro económico que viene en los Estados Unidos, y van a defenderse de los grandes opositores como ahora lo son la Rusia y la China. Ellos necesitan los recursos naturales de Venezuela para enfrentar el reto económico que van a recibir prontamente. Venezuela no es el problema, Venezuela es uno de los problemas. En réalité, c'est pas spécialement contre le Venezuela. Ils ont besoin, face au la nouvelle réorganisation des pouvoirs dans le monde, d'avoir des ressources proches pour faire face aux autres puissances économiques qui se développent dans le monde. Donc le Venezuela, c'est un des points pour pouvoir eux se défendre, parce qu'ils vont vers une défaite financière et économique. Comment réagit le peuple vénézuélien en ce moment par rapport à ce qui se passe dans le pays? ¿Cómo reacciona el país, el pueblo, cara a lo que se pasa en Venezuela? El pueblo venezolano siempre ha sido un pueblo muy sabio. Desde nuestros primeros independentistas en el siglo XIX, hemos mantenido esa condición de independencia. Eso está tatuado en la piel de los venezolanos. En estos momentos, la guerra inducida de todas naturalezas, guerra económica, guerra mediática, hace que una parte de la población pierda la perspectiva, pero la realidad es que nuestro pueblo ha defendido este proceso bolivariano, tanto así que en las elecciones recientes del 15 de octubre pasado, Venezuela dio una muestra de democracia, de solidaridad y de apoyo al proceso bolivariano. Hemos triunfado, hemos triunfado electoralmente, queremos triunfar ante el acoso internacional. Donc le peuple vénézuélien, c'est un peuple sage qui a su toujours être solidaire. Et la preuve de cette capacité de résistance, c'est justement qu'il y a le dimanche 15 octobre, nous avons fait des élections. Oui. Et même qu'il y a une partie de la population qui peut se sentir délaissée ou un peu perdue, la majorité du peuple vénézuélien soutient le gouvernement et la révolution bolivarienne, parce que nous avons obtenu une victoire et nous avons gagné des 23 États. En 18 États, nous avons gagné les élections. Donc ça, c'est la démonstration que le peuple vénézuélien soutient majoritairement la révolution bolivarienne. La ultima pregunta, la dernière question. Alors, aujourd'hui, vous venez en Guadeloupe pour parler de la situation au Venezuela. Est-ce que vous pouvez dire aux Guadeloupéens qui peuvent venir facilement au Venezuela aujourd'hui? Sí, venir a Venezuela es apoyar a Venezuela bajo cualquier circunstancia. Venezuela no es una amenaza ni extraordinaria, ni es de ninguna manera una amenaza para nadie, para el mundo entero.
todas las personas que vengan a apoyar a Venezuela serán bienvenidas y se darán cuenta, aquellos que nos visiten, de la realidad y podrán expresarlo y vociferarlo a escala mundial. Oui, mais venir au Venezuela, c'est appuyer le pays. Le Venezuela, c'est un pays qui est ouvert. Et celui qui vient pourra par lui-même se rendre compte quelle est la vraie situation du Venezuela et le raconter dans tous les coins du monde. Donc oui. Y para complementarlo, podemos decir que el presidente Chávez demostró la solidaridad que el pueblo venezolano tiene ante el mundo entero con todos los organismos que fueron creados para beneficiar el encuentro americano y latinoamericano y caribeño. De ahí los organismos que ustedes bien conocen. Bien, Canal 10 viendra au Venezuela bientôt voir ce qui se passe. Oui, tout à fait. Alors je me tourne bienvenue. Vers Raymond Gama. Alors Raymond, dis-nous un programme là pour jeudi là. Nous avons un petit programme qui pas long, c'est au soir là, à partir de 6h30, à la grande salle à Vélodrome là, à Bemao. Nous allons recevoir tout le Guadeloupéen, nous nions toutes les dispositions pour précisément représentants Venezuela ici avec nous et adjoint puis expliquer peuple là, expliquer monde qu'est-ce qui passe au Venezuela. Et en particulier, puisqu'elle est très sensible à ça, quoi créer la démocratie. Oui. Quand il dit dimanche passé, il y a une élection au Venezuela, et nous devons comprendre ce qui est passé. Et bien, si 23 États, pouvoir là qui est en place là, qui a d'impression en nous, décrier, etc., ni 18 qui prend la majorité. Oui. Donc, nous devons expliquer ce qui est au soir là, en Vélodrome. Merci, ben, rendez-vous sur là. Juste une dernière question, Tamara Louzada. Oui. Dire, en Guadeloupe, bon, là, on est dans la Caraïbe. Est-ce qu'au Venezuela, on se sent vraiment caribéen? Tout à fait, tout à fait. Nous revenons comme ça tout le temps, avec la musique, oui. Avec la salsa et toute la musique. Nous sommes des Caribéens. Ok. Ben, Musta gracias. Et puis, il est 12h54. On continue l'information avec Bendy. On revient à l'actualité guadeloupéenne. Oui, merci Danick. Je vous l'annonçais hier, les journées de la chirurgie, c'est donc la 2e édition. Ça s'est passé à l'hémicycle du Conseil régional et c'est donc le CHBT qui réitère cette opération qui avait démarré en 2015. On regarde ces images de Chris-Kevin Magnier et Rénal Walter. Cette 2e édition vient de débuter aujourd'hui. Je suis heureux de constater que nous recevons encore plus de participants que l'année dernière. Nous avions donc largement organisé ces journées avec des thèmes nombreux qui permettent d'élargir le plus possible la communication vers les établissements de santé et l'ensemble des professionnels qui soient libéraux ou publics. Notre organisation est centrée sur la communication entre les différents corps de métier pour les médecins et les paramédicaux de Guadeloupe, mais nous avons invité toute une série d'intervenants extérieurs venant des Caraïbes, venant de France métropolitaine, venant des États-Unis, de Boston, pour permettre d'enrichir les discussions que nous allons avoir aujourd'hui. Un des thèmes qui est abordé ce matin, c'est la chirurgie ambulatoire et justement l'évolution de cette chirurgie ambulatoire qui est attendue au niveau du département, mais au niveau de l'évolution naturelle en Europe. Le fait de pouvoir compter sur l'expérience de ces gens qui viennent de l'ensemble du monde permet justement d'enrichir cette discussion ensemble. Oui, alors nous avons 470 participants à l'heure où je vous parle, beaucoup de professionnels de santé qui viennent de toute la Guadeloupe, en tout cas je profite pour vous remercier, donc je ne vais pas tous les citer, et aussi beaucoup de médecins généralistes et des infirmières libérales qui sont là pour pouvoir venir à ces 2 journées qui sont des journées de formation. Sont-ils heureux de participer à ce genre d'événement? Apparemment oui, parce que les gens étaient là à l'heure. On a commencé notre conférence à l'heure et maintenant il y a beaucoup de questions dans la salle. Ça montre
montre un certain intérêt pour ces journées. Je trouve que c'est un très bel événement. C'est la deuxième réunion. Il y a énormément de participants. Ce sont des sujets d'actualité qui montrent à quel point la Guadeloupe est vraiment au niveau national, avec une chirurgie de grande qualité. Et le sujet même de la chirurgie ambulatoire montre que ça s'adresse aux techniques de pointe. Il y a un certain nombre de chiffres qui montrent que l'activité en chirurgie ambulatoire en particulier est plus importante que ce que l'on trouve en métropole, ce qui montre l'engagement local. Et puis la chirurgie ambulatoire ne peut se faire que si la chirurgie est de bonne qualité, que si l'anesthésie est de bonne qualité, puisque le but c'est de ne pas avoir de risque majoré, et c'est tout à fait le cas. On a vu que l'ensemble des établissements qui participent à l'offre de soins en Guadeloupe, du privé et du public, sont présents aujourd'hui dans les discussions et dans les échanges. Voilà, vous regardez le ZCL donc en direct sur Canal 10, mais vous l'écoutez également sur la C10 FM, la 103, également sur RHT 89.8. C'est l'heure de marquer une courte page de publicité. On se retrouve tout à l'heure. Groupe français de mutuelles, et nous avons le plaisir et l'avantage de recevoir Monsieur Casimir et Madame Gann, c'est bien ça, oui, Madame Julienne Gann, qui sont tous les deux les responsables de la mutuelle de Margaillard. Mais on ne va pas parler que de Margaillard, on va parler aussi de Vive, ce groupe important. Et la première question que je vais poser, je pose à vous deux, hein, celle qui veut répondre répondra. Qu'est-ce que ça apporte de plus aux Guadeloupéens? Le fait que vous soyez aujourd'hui vice-président d'un groupe mondial, il faut le dire, qui pèse beaucoup, 9 milliards. Bonjour Monsieur Zandonis, bonjour à vos téléspectateurs, bonjour aux membres de la mutuelle Margaillard. Tout d'abord, permettez-moi, la mutuelle, son intitulé c'est Mutuelle Margaillard. Oui. Dans le temps, c'était Mutuelle de Margaillard, oui. Mais pour nous permettre de nous étendre et qu'il ne soit pas trop localisé, oui. Nous avons enlevé le 2. Donc oui. Nous sommes maintenant... Mais dans la population, on continue à vous appeler Margaillard. Hein. C'est vrai, oui, mais bien sûr, lorsqu'on parle de Margaillard, on dit tout, il n'y a pas le 2, voilà. Mais je me dois quand même de porter l'information. Très belle question. Pourquoi Vive? C'est vrai que la mutuelle Margaillard dispose de son conseil d'administration, dispose de son assemblée générale, dispose de ses agréments et pourrait continuer et possède aussi des ratios lui permettant de continuer à venir en aide, après cotisation bien sûr, à la population, ceux qui sont membres de la mutuelle. Mais il faut savoir que la mutualité a été, j'ai envie de dire, agressée ces dernières années. Souvenez-vous qu'en 2005, nous avons eu 52 mutuelles en Guadeloupe liquidées. Oui. Nous avons eu l'union départementale. Le palais de la mutualité en déshérence, pratiquement. Voilà, l'union départementale des mutuelles qui a été liquidée et l'immeuble, le palais de la mutualité qui est en déshérence. Les mutuelles se sont posées des questions, et ce sont de grandes mutuelles qui se sont posées des questions. Harmonie Mutuelle, la plus grande mutuelle de France et de Navarre, s'est posé des questions. Istia, le groupe MGN, s'est posé des questions. Et ces groupes se sont rencontrés. Nous faisions déjà partie de l'UMG Harmonie Mutuelle, puisque nous étions déjà membres fondateurs d'Harmonie Mutuelle. Et ces deux grands groupes, je voudrais dire que nous nous sommes rencontrés, puisque Margaillard étant membre fondateur de l'UMG Harmonie Mutuelle, nous avons rencontré Istia, MGN, et nous avons discuté et nous avons voulu créer un grand groupe. Un grand groupe dans lequel, où chaque mutuelle garderait ses personnalités, garderait ses instances. Et voilà, ce grand groupe a été créé. Donc vous voulez dire que vous n'avez pas perdu votre autonomie? Mais non. Oui. Vous avez en face de vous la directrice générale de la mutuelle Margaillard et en face de vous le président élu de la mutuelle Margaillard. Qui est aussi vice-président de Vive. Qui est vice-président de Vive pour la bonne raison que nous sommes membres fondateurs de Vive. Nous n'avons pas intégré, nous ne sommes pas allés les chercher pour leur demander de nous accepter dans leur groupe. Nous, la mutuelle Margaillard, a contribué à la création de UMG Groupe Harmonie, et par l'intermédiaire du groupe Harmonie, nous avons, nous, Mutuelle Margaillard, participé à créer le groupe Vive. D'accord. Alors, Madame Gann, je vous pose la question. Margaillard MMG pèse quoi en Guadeloupe aujourd'hui?
Parce que si vous contribuez à créer, à fonder un groupe français qui est aujourd'hui le plus grand groupe de mutuelles français, c'est qu'ici, vous avez un certain poids. Oui, donc je vais profiter pour saluer effectivement tous nos téléspectateurs et ainsi que l'équipe de Canal 10. En effet, la mutuelle Margaillard représente plus de 92 000 personnes protégées. Oui. Et de notre participation à la création du groupe Vive nous permet d'avoir encore plus de poids, plus de moyens, puisque l'objectif de ce groupe, c'est de mettre en commun les moyens financiers, les moyens humains, les moyens technologiques, pour apporter plus de services, plus de valeur ajoutée aux produits que nous allons pouvoir distribuer à nos adhérents. Et les services de soins, qui sont, nous en avons parlé, il y a plus de 900 centres de soins, d'accompagnement de soins dans 40 départements en métropole. Eh bien, le fait que la mutuelle Margaillard fasse partie de ce groupe, la voix de la Guadeloupe, la voix de la Martinique, des Antilles, de la Guyane, sera entendue au sein du conseil d'administration du groupe Vive par l'intermédiaire de votre vice-président assis à côté de nous, pour prendre en compte nos spécificités et que nos membres, nos adhérents, notre population bénéficient également de toute la stratégie de développement qui va être mise en œuvre au niveau national et même au-delà, puisque le groupe a des ambitions qui vont au-delà même de la France, pour que nos mandants, nos adhérents puissent bénéficier d'une couverture sociale, non seulement santé, mais également au niveau de toutes les étapes de leur vie, de la naissance jusqu'à la mort, qui soient accompagnés par la mutuelle, par les mutuelles membres du groupe, qui soient accompagnés dans leur vie de la naissance jusqu'à la mort et à un tarif maîtrisé. Justement, j'allais vous poser la question. Avec des soins de qualité. Oui, alors c'est la dernière question avant la pause pub. Les mutualistes qui vous regardent, les adhérents qui vous regardent aujourd'hui, vous savez, je vous pose une question tout à fait logique et toute simple. Est-ce que ça va nous coûter plus cher ou moins cher d'être adhérent à la MMG et au-delà à Vive? Alors, ça ne peut pas coûter plus cher à l'adhérent, dans la mesure où la mutuelle fait partie du groupe Vive. Oui. Elle bénéficiera donc des moyens, de tous les moyens qui vont être mis en commun. S'il y a un élément qui joue sous les tarifs, ce ne sera sûrement pas la participation de la mutuelle dans le groupe Vive. Ce qui fait augmenter les cotisations, c'est la dérive que vous connaissez au niveau des soins, du désengagement de la sécurité sociale, des taxes qui nous sont imposées. C'est ce qui fait augmenter les cotisations. Mais les cotisations de nos adhérents ne changeront pas par rapport à la constitution de ce groupe, ainsi que les prestations que nous délivrons. Et la mutuelle Margaillard reste et restera toujours l'interlocuteur de proximité de ses adhérents. Bien, on va prendre la pause pub et on va vous retrouver, M. Casimir et Mme Gann, tout à l'heure, après, sur environ 13h30. Voilà, il est 13h30, retour donc sur le plateau du ZCL en direct de RHT et de C10.fm. Et je vous rappelle que nous recevons Julienne Gann, directrice générale de la MMG, et bien sûr Guy Casimir, qui est le président. Justement, j'étais en train de vous poser la question avant de lancer un petit film d'animation, la différence qu'il y a entre le directeur, la directrice et le président. Qui dirige? Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Je ferai la réponse, je suis le politique. Le président est élu. Oui. Nous aurons bientôt notre Assemblée générale élective et nous disposons de 10 sections. Oui, en Guadeloupe et en Martinique. En Guadeloupe et en Martinique. Nous aurons un vote dans chaque section. Tout le premier trimestre est retenu. Vous êtes en campagne alors là?
les choses coïncident de cette manière, mais disons qu'il n'y a pas de campagne comme parce nous les connaissons. Parce que vous êtes venu en Martinique en ce moment. Hein, c'est tant mieux, parce que nous avons des membres. Donc je suis un élu. D'accord. Je suis un membre, je paye mes cotisations, je suis élu. Et et Mme Gann est une salariée. D'accord. Mais le code de la mutualité nous oblige à nommer des dirigeants effectifs. D'accord. Donc, Mme Gann et moi, nous sommes les 2 dirigeants effectifs de la mutuelle. Vous êtes toujours en phase, vous êtes toujours d'accord, il n'y a jamais de divergence, Madame Gann? Comme vous n'êtes pas d'accord, qui c'est qui tranche? Bon, on arrive toujours à avoir un terrain d'entente. Hein. Vous êtes toujours... On arrive à s'accorder. C'est génial, ça. Bon, vous confirmez, hein, monsieur? Je confirme parce qu'il faut savoir que même si nous disposons de ces pouvoirs, le conseil d'administration a aussi les siens. Le bureau qui se réunit pratiquement chaque semaine, nous sommes présents, le bureau se réunit pour discuter et donner son avis. Donc, en quelque part, le président et la directrice, ou la directrice et le président, nous ne sommes jamais seuls. Et le bureau compte pour beaucoup. Il y a le premier vice-président, deuxième vice-président, trésorier, ainsi de suite, secrétaire. Donc, j'ai pas eu tort tout à l'heure de dire que vous êtes un vrai couple administratif, je parle, bien sûr. Écoutez, lorsque nous arrivons, c'est vrai, aux différentes instances au niveau national pour représenter Margaya, c'est vrai que les autres se dirigent surtout vers Mme Gann. Vous êtes en harmonie, pour utiliser un terme que vous connaissez? Je n'ai pas compris la question. Vous êtes en harmonie, je dis. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Madame Gann a été nommée directrice générale depuis le mois de mai 2015. J'ai été élu président depuis le 1er mai 2016. Et jusqu'à présent, ça se passe bien. Et ça va continuer. Nous l'espérons, On va voir tout de suite un petit film d'animation. Je voulais juste apporter une précision au niveau de la direction au niveau politique et opérationnel. Je suis effectivement la responsable, la directrice générale, mais je ne suis pas seule, je suis encadrée de différents directeurs, une DAF, une directrice de partenariat communication marketing, ainsi que de managers très compétents qui font qu'effectivement les propositions remontent auprès de mon président, avec l'aide aussi de mon équipe. Donc c'est pas une équipe trop lourde, non? C'est une équipe, c'est une équipe, ils sont assez nombreux quand même. Ils sont assez nombreux quand même. Et vous arrivez à gérer tout ça. C'est tant mieux. On va voir ce petit film d'animation et on revient vers vous pour 2 ou 3 autres questions. Très bien. Voilà, quand on voit les chiffres qui défilent là, l'adhérent mutualiste aujourd'hui, il a de quoi être rassuré, normalement. Je laisse la parole à l'opérationnel. Oui. Effectivement, nous avions aujourd'hui une vision très optimiste de l'avenir, puisque le groupe qui va en fait réfléchir, puisque toutes ces intelligences qui se sont rassemblées au niveau de ce groupe vont réfléchir à l'avenir, aux besoins nouveaux des adhérents, à ce tsunami de nouvelles technologies qui montent. Voilà, donc nous aurons des produits nouveaux, innovants et
Et donc, toutes ces intelligences donc, vont réfléchir pour apporter des réponses à nos salariés, à nos adhérents, à nos entreprises, que nous allons pouvoir accompagner maintenant avec un accompagnement de qualité. Alors, est-ce qu'il y aura des produits nouveaux qui vont apparaître du fait de la création de ce nouveau groupe Vive? Alors, je vais continuer. Oui. Effectivement, puisqu'on parle de fraîchement créé, ce groupe, à l'occasion de son conseil d'administration, qui a suivi la création, a déjà commencé à travailler avec efficacité et rapidement, parce que le conseil d'administration a déjà validé la participation du groupe, la participation financière, une prise de participation dans une start-up qui développe la télémédecine. Donc, ça va répondre aux problématiques que nous connaissons de déserts médicaux, de mobilité, de changement de comportement. Hein, et voilà déjà un élément concret du travail que le groupe a déjà commencé à faire. Et imaginez-vous que nos adhérents pourront bénéficier de ces services. D'accord. Alors, je vais vous poser une question dans le même ordre, parce que vous savez que le gouvernement français a décidé de plus en plus d'œuvrer vers la dématérialisation. Alors, est-ce que chez vous, regardez ce que vous venez de dire, une start-up dans le domaine de la télémédecine, on va aussi avoir des adhérents, leur dire, bon, ben, les prestations, ce que vous voulez, c'est sur votre smartphone ou sur votre tablette, comme vous en avez? Tout à fait. C'est vers là que nous devons aller, nous n'avons pas le choix. Hein. Aujourd'hui, nous avons déjà commencé à nous réorganiser. Cela fait déjà 2 ans que nous travaillons sur notre nouvelle réorganisation. Et c'est la voie à suivre, nous n'avons pas le choix. Les adhérents, dans 2 ans, 1 an, 2 ans, tous va être dématérialisés et l'apport du groupe nous aidera dans ce projet. Alors, autre question relative à vos salariés, là c'est une question peut-être interne, est-ce que ça va créer des emplois pour d'autres personnes, venir grossir le lot de vos salariés peut-être? Voilà encore un élément qui est pris en compte par le groupe, c'est que je parlais de tsunami tout à l'heure, de nouvelles technologies. Effectivement, les métiers changent. Les métiers continueront à changer. Et donc, nos salariés vont devoir se former pour s'adapter à nous, parce que nous aurons toujours besoin du personnel. Puisque la proximité, nous devons l'assurer avec nos adhérents, nous devons les accompagner. Le côté humain doit toujours dominer chez nous. Puisque la préoccupation de notre mutuelle, c'est l'adhérent. Ce n'est pas la recherche, le groupe qui vient d'être créé, la recherche du groupe, ce n'est pas de faire du profit, c'est toujours l'adhérent, le bien-être de l'adhérent. Et je me permets de rappeler aux téléspectateurs, aux adhérents, que l'objet social de la mutuelle, c'est de mener des actions d'entraide, de prévoyance, d'entraide, de solidarité pour ses membres. Ça, c'est à l'origine, ça. Quand la mutuelle a été créée. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Justement, solidarité, entraide, prévoyance pour ses membres, mais aussi contribuer au développement intellectuel, moral, culturel de ses membres et de contribuer à l'amélioration du bien-être des adhérents. Et vraiment, la constitution de ce groupe et toute la stratégie qui va être pensée et ensuite déployée ici, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, nous permettra. Vous attaquez la Guyane quand exactement? C'est un projet. Nous permettra de répondre pleinement à cet objet social. Il s'agit c'est un déploiement ou qu'est-ce que c'est pour la Guyane? La création d'une structure guyanaise de la MMG? Non, c'est-à-dire que nous avions une agence ou de IVI, je ne sais pas, je pose la question. Oui, nous avions une agence en Guyane, donc nous avons dû fermer pour des raisons opérationnelles, mais nous avons des adhérents en Guyane. Et nos adhérents qui nous écoutent aujourd'hui réclament notre présence sur place. Donc nous répondrons. Donc nous avons beaucoup de projets en cours.
Dans celui-là, nous répondrons à la demande de nos adhérents de Guyane, nous réinstallerons en Guyane. Alors, est-ce qu'on peut dire, en vous écoutant, M. Casimir ou Mme Gann, qu'au fil des années, l'image de la MMG s'est améliorée au vu du public? Parce que vous savez que le Guadeloupéen de base, pour lui, Mao Gaillard, c'était qu'à point l'argent, nous, mais il va noisser, c'était un petit peu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à remodeler l'image de marque de la MMG? C'est une question qui s'adresse effectivement tant aux politiques qu'à l'opérationnel. Bien sûr. Donc du côté politique, je dirais que Margaya, c'est une mutuelle qui a pris naissance en 1933. Oui. Ça fait 84 ans. C'est la plus ancienne des mutuelles. Tout à fait. C'est la grande sœur de la sécurité sociale. Oui. Donc, une belle dame, 84 ans, oui. C'est vrai qu'elle a eu, comme tout ce qui vit, des passages délicats. Oui. Mais nous sommes toujours présents. Tout à fait. C'est d'ailleurs, c'est l'intérêt de nous faire venir aussi, c'est de dire aux gens que vous êtes toujours là. Nous sommes toujours présents et contrairement à ce qui a été avancé en 2016, parce que nous avons connu quelques petites difficultés, oui. Certains ont dit que nous avons disparu, mais c'est faux, nous sommes bien présents. Donc, la mutuelle Margaya est présente plus que jamais. Elle est debout, droite dans ses bottes et dans sa tête, et nous allons de l'avant. Concernant le rapport avec l'opérationnel, pour ne pas en pointer sur les plates-bandes de la directrice générale, je lui laisserai la parole. Elle défend son point de vue avec beaucoup de passion, on va dire. Oui, puisque c'est vrai que le côté, vous savez, nous sommes un établissement. Alors, nous sommes une entreprise de droit privé, de droit privé à but non lucratif. À but non lucratif. À but non lucratif. Oui. Et le paradigme de la mutualité est bouleversé. Et Vive aujourd'hui nous donne l'espoir que la mutualité survivra, que la mutualité restera pérenne. Et c'est un mouvement qui a à cœur d'accompagner ses adhérents, qui a à cœur de faire en sorte que tout un chacun puisse être soigné correctement, avoir des soins de qualité et diminuer le reste à charge, ou qu'il n'y en ait pas du tout. Alors, un exemple concret. Vous savez, en Guadeloupe, les lunettes, ça coûte cher. Vous avez tous les deux des lunettes, des montures qui sont quelquefois à des prix. Est-ce que, du point de vue de la MMG aujourd'hui, l'adhérent peut être sûr que ces lunettes ou son dentier coûtera un petit peu moins cher, sera mieux remboursé? Voilà la question. Alors, c'est Mme Gann qui en répond. Vous savez très bien qu'au niveau de la mutuelle Margaya, enfin les mutuelles viennent en complément de la Sécu. Donc tout dépendra du niveau de remboursement de la Sécu. Mais la mutuelle Margaya, de par son appartenance au groupe, fait bénéficier à ses adhérents des avantages via un réseau, c'est le réseau Calivia. Et par rapport, les adhérents qui choisissent des opticiens qui sont dans ce réseau bénéficient de remises sur leur monture, de remises sur les prestations ces remises peuvent aller jusqu'à 40%. C'est pas mal. Donc, par rapport à la MGL, où je suis, c'est pas évident. Hein. Enfin, c'est même pas comparable. Voilà, donc la mutuelle a vraiment à cœur de faire en sorte que ses adhérents soient soignés et suivi dans des meilleures conditions et à des tarifs maîtrisés. Et l'objectif de la création de ce groupe répond exactement à cette problématique. Bien, écoutez, on vous remercie tous les deux d'être venus nous expliquer tout ça. Monsieur Zandolis, permettez-moi. Je vous en prie, monsieur Casimir. Permettez-moi. Depuis que, parce que vous figurez bien que la mutuelle Margaya a bien envoyé une lettre à tous ses membres pour dire que nous faisons partie d'un groupe que nous avons participé à créer. Et j'ai reçu tant sur les réseaux sociaux que sur mon propre téléphone des félicitations pour le poste que j'occupe. Je voudrais les remercier. Et je voudrais leur dire que
tout ce travail ne serait pas possible s'il n'y avait pas les membres du bureau, les membres du conseil d'administration, les délégués de toutes les sections et de surtout le personnel de la Mutuelle Margaillard. À travers cette élection, il faut voir tout ce personnel qui tous les jours réalise le travail et assure la proximité avec les membres. Donc, c'est à eux que vont ces remerciements. Bien, j'espère qu'ils vous entendront et qu'ils voteront pour vous. En tout cas, la campagne a commencé et je vous remercie d'avoir lancé la campagne à Canal 10. Oui, Madame Gagne. Je ne vais pas accaparer trop longtemps, mais le président a remercié donc, les administrateurs et les salariés. Oui. Moi, je les remercie également. Mais je voudrais surtout remercier les adhérents qui sont restés fidèles à la Mutuelle Margaillard. Oui. Ils sont nombreux. Combien quoi? Plus de 50 000? Alors, il y en a beaucoup, surtout les adhérents qui nous ont permis de constituer la mutuelle. Oui, aujourd'hui, ils sont plus de 50 000. Je veux parler nos anciens adhérents qui sont encore là et que Dieu a gardé en vie jusqu'à maintenant. On veut les remercier parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que la mutuelle peut être ici déjà d'une part et puis avoir suffisamment de poids pour participer justement à la création de ce groupe. Nous les remercions parce qu'ils ont contribué à la pérennité de la mutuelle et grâce à leur esprit de solidarité intergénérationnelle. Oui. Puisque aujourd'hui, vous savez très bien que voilà, c'est-à-dire qu'il y a une mutualisation. J'en sais quelque chose. Voilà, à l'époque, c'était ceux qui étaient vivants qui payaient pour ceux qui mouraient avant. Bon, ces produits ont été remis en cause. Nous avons revu notre palette de produits et nous proposons des produits qui sont beaucoup plus adaptés en obsèques ainsi qu'en santé. Et je profite pour parler, pour dire aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, aux salariés également, aux adhérents, que nous avons de nouveaux produits qui sont beaucoup plus adaptés à leurs besoins. Et oui. Madame, non, mais vous aurez l'occasion de revenir. C'est pas la peine de tout dire aujourd'hui, puisque vous serez de nouveau invité à une autre émission, probablement, puisque M. Casimir nous a dit en off tout à l'heure que votre directeur, votre président, M. Baudet, sera en Guadeloupe au mois de janvier et il sera à Canal 10 avec nous. D'accord. Donc on prend mot. D'accord, je voulais juste donner le mot de la fin. C'est que nous croyons, Mutuelle Margaillard, en la solidarité, qui est un ciment de mieux vivre et de mieux être. Voilà, et c'est ce message que je voudrais... le message est passé, on vous a entendu en Guadeloupe, en Martinique et en France et probablement en Guyane. Un dernier mot et je vous quitte parce que je dois retrouver Madame Bernard Laporal-Mandil qui est pas là. Vous êtes à la mutuelle, Madame Laporal? Non. Pas encore. Pas encore. J'ai l'impression qu'on vous avez entendu, vous avez envie d'entrer. J'imagine que vous allez... Alors en tout cas, pourquoi? Parce qu'elle a publié un ouvrage sur le bénévolat. Ça revient un petit peu l'esprit mutualiste puisque justement elle expliquait les difficultés qu'il y a aujourd'hui de retrouver des bénévoles. L'implication des bénévoles. Et vous continuez votre combat? Oui, je continue mon combat. Oui. Le bénévolat, c'est une richesse à préserver. Oui. Le mieux vivre ensemble. Et puis en plus, je voudrais souligner que en général, en association, il n'y a que le président, la secrétaire. Il faudrait une forte implication des bénévoles. Mais vous voyez, là, il y a le président et non pas parce que, suite à mes constats, assez souvent lors des réunions Assemblée Générale, on se retrouve qu'avec le président, le secrétaire général et le trésorier. Et le trésorier, voilà. Les autres membres ne viennent pas. Les autres membres ne viennent pas. Et donc, il faudrait une forte sensibilisation pour essayer de motiver et pour que les jeunes, parce que les générations futures, il faudrait qu'on leur laisse un exemple flagrant de la vie associative, le mieux vivre ensemble. Et je rappelle que demain, vous signez cet ouvrage en dédicace à la librairie antillaise. Et on peut conseiller à tous nos téléspectateurs tout public. Cet ouvrage. Et je tiens à remercier Canal 10, vous remercier, M. Zandonis, toute l'équipe. C'est un peu notre fonction. Parce que pour moi, c'est une famille, Canal 10, parce que je suis venu à plusieurs reprises avec danseurs de foot, M. Richard Etienne. Ah oui, Richard, mon ami Richard. Que je salue au passage. Et d'ailleurs, vous ne savez même pas ça peut-être. Non, dites-moi tout. Mais je vous dis, la mutualité, la MMG organise aussi un tour
tournoi de foot. Et M. Richard Etienne a l'occasion de parler chaque année de ce budget. C'est à quel mois? C'est au mois de novembre, c'est ça? Au mois de juin. Au mois de juin. Donc ça se passe toute l'année finalement. Toute l'année parce qu'il faut se qualifier. Oui. Ce sont les finales. Cette année, c'est à la Martinique. D'accord. Ah, cette année, c'est à la Martinique? Oui. Bon, de toute façon, on le verra. La finale. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, il est 13h50. On vous remercie d'être avec nous depuis 12h aujourd'hui, exceptionnellement en direct de RHT de C10 FM sur le 103. Mais on se retrouve lundi. Bon week-end à vous. Si vous n'avez pas encore déjeuné comme moi, c'est le moment de le faire. Bon appétit. Et n'oubliez pas votre dessert. Salut. Ok, merci.